Les entreprises aujourd'hui font beaucoup d'efforts. Des entreprises comme Amazon font beaucoup d'efforts pour la diversité. Donc, il y a beaucoup de programmes en fait. Il y a encore très peu d'Africains dans ces grandes entreprises tech internationales. Et je vois cela comme une opportunité de représenter l'Afrique, le Niger, dans des entreprises du coup de tech mondiale. C'est aussi une opportunité et j'espère que mon parcours pourra inspirer beaucoup à viser loin, à candidater et saisir les opportunités. Ne vous contentez pas du minimum. Le talent n'a pas de frontières. C'est pas facile et rien n'est facile. Ayez une vision claire et fixez-vous des objectifs ambitieux. Développez une mentalité d'apprentissage continu. Les plus grandes opportunités viennent quand on ose prendre des risques. C'est important. Sortez de votre zone de confort. Les échecs, vous en aurez beaucoup. Mais c'est la persévérance qui fera la différence. J'ai eu un choc culturel quand je suis arrivé, quand j'ai vu comment ce pays était hyper développé sur le même continent par rapport à mon pays d'origine. J'ai passé 4 ans dans cette école, intense d'ailleurs. Passer du CFA au dirham marocain m'a donné une vraie gymnastique mentale au début. 10 dirhams, tu vas convertir en CFA, ça fait combien? Un dirham, c'était 60 francs CFA. J'étais une calculatrice humaine à chaque fois que tu convertissais. Ça finit par devenir naturel et vous oubliez même le CFA et vous vivez à l'aise avec. Dambou, Barcelone, JavaScript, étudier aux États-Unis, je suis aux États-Unis. Le Niger, bien sûr. Salut, je suis Idriss Laoli Abdou, je suis Senior Product Manager chez Amazon Web Services. Je suis basé à Seattle, à Washington State, aux États-Unis. Et je suis entrepreneur et passionné par l'éducation et la technologie. Aujourd'hui, je vous partage mon parcours en espérant que ça va inspirer tous ceux qui aspirent à viser très loin, aller très loin dans leur parcours éducatif et à réaliser de belles choses et avoir un parcours d'excellence. C'est parti! Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours estudiantin du Niger jusqu'au Maroc? Je suis né et j'ai grandi au Niger où j'ai passé toute ma scolarité jusqu'au baccalauréat. J'ai eu la chance d'étudier au lycée L'Eau Vive qui est basé à Niamey, l'un des meilleurs établissements d'ailleurs du pays jusqu'aujourd'hui parce qu'on faisait 100% au bac. Comme beaucoup de jeunes au lycée, j'ai eu du mal à choisir mon orientation. D'un côté, en fait, j'étais fasciné par la technologie, attiré par tout ce qui touchait en fait à l'informatique, les composants électroniques. Je démontais même mon ordinateur qui m'avait été offert par mon père. Mais de l'autre côté, en fait, j'étais aussi influencé par le métier de mon père. Je pensais m'orienter en fait vers la comptabilité parce qu'il était comptable. Honnêtement, je crois qu'avec le recul, que ce n'était pas fait pour moi. Mais à cet âge-là, en fait, on se cherche encore. On essaie parfois de faire et de suivre les métiers, le chemin qui a été tracé par nos aînés ou en cas qui nous inspire ou des gens autour de nous qu'on considère comme nos mentors. Heureusement, ma passion pour la technologie a fini par prendre le dessus. Et d'ailleurs, grâce à mon père qui m'avait inscrit directement parce qu'il avait vu en fait cette passion en moi dans un cycle ingénieur, dans une école d'ingénieur au Maroc. Alors, mon arrivée au Maroc, que je qualifierais d'ailleurs d'une aventure pleine de défis et d'opportunités. Il faut savoir que moi, après mon bac, c'était mon premier grand voyage très loin de la famille et que je savais allait être lointain. Donc après mon bac, en fait, j'ai eu une opportunité incroyable du coup qui s'est présentée. Je suis parti au Maroc pour mes études supérieures. C'était un changement énorme. Je me suis retrouvé à Rabat, une ville magnifique et vibrante. J'ai eu un choc culturel quand je suis arrivé, en fait, quand j'ai vu comment ce pays était hyper développé sur le même continent par rapport à mon pays d'origine. Au Maroc, j'ai intégré une école qui s'appelle Subtelecom, qui est une école de télécommunication basée à Rabat. J'ai passé 4 ans d'années dans cette école, intense d'ailleurs. Donc c'est une école qui avait une classe préparatoire intégrée. Donc j'ai fait 2 années de cycle préparatoire intégré. Ensuite 2 années de spécialisation en télécommunication et système d'information. Dès le départ, l'adaptation n'a pas été facile.
difficile. Il y a 3 choses en fait qui m'ont marqué à mon arrivée au Maroc. Le premier, c'était le changement de devise. Passer du CFA au dirham marocain m'a donné en fait une vraie gymnastique mentale au début. Parce qu'en fait, à chaque fois, ce qu'on fait, c'est qu'on convertit. Quand on partait au marché, quand on partait dans les supermarchés, à chaque fois que tu prends un produit, tu vas voir que c'est 10 dirhams, tu vas convertir. En CFA, ça fait combien? Il faut savoir que le dirham, à ce moment-là, c'était un dirham, c'était 60 francs CFA. Donc, à chaque fois, tu multipliais dans ta... Tu étais une calculatrice humaine, en fait. À chaque fois, tu convertissais. Mais ne vous inquiétez pas, à la longue, ça finit par devenir naturel et vous oubliez même le CFA et vous vivez à l'aise avec. La deuxième chose, du coup, qui m'a marqué au Maroc, c'était en fait l'autonomie totale que j'ai acquise avec le temps. J'ai dû apprendre à cuisiner tout seul, sans papa, sans maman, gérer mon budget et aussi m'occuper de moi-même. Ça, la plus familiale. Parce que oui, quand on grandit en tant que jeune au lycée, on est vraiment entouré par beaucoup de personnes qui nous aident à grandir. Mais quand vous partez à l'étranger, c'est plus le cas. Du coup, la troisième chose qui m'a marqué aussi, c'était en fait la colocation. Une très belle expérience. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des bonnes et des mauvaises expériences dans la colocation. J'en ai fait beaucoup. J'ai vécu à l'université, dans un campus universitaire où on se partageait les chambres. Moi, mon premier colocataire, c'était un Marocain. D'ailleurs, c'est ce qui m'a aidé en fait à vraiment apprendre la langue. J'ai appris le Darija au Maroc. Je comprends toujours le Darija. Donc, vivre en fait avec d'autres étudiants, partager un espace, s'adapter aux différences culturelles et au mode de vie en fait de chacun, ça permet de grandir vraiment énormément. Mais malgré ces défis, le Maroc a été pour moi une expérience exceptionnelle. C'est là-bas que mon engagement associatif a réellement commencé. J'ai rejoint l'ANEM, qui était l'association de Nigériennes de Toulouse, et celle qui du coup host cette vidéo. Donc j'ai commencé à m'investir. Je pense que ma première action, c'était de participer à la journée culturelle qui s'organisait en 2011 à Rabat, où justement je faisais partie de la commission culture. Cet engagement a réellement en fait renforcé mon sens du leadership, on va dire mon appétence pour ce qui est de l'engagement associatif, l'engagement communautaire, donner de son temps. Et c'était ma première fois parce que c'était l'année où aussi j'étais arrivé au Maroc. Ça m'a permis de créer un lien fort avec la diaspora nigérienne au Maroc. J'avais un petit surnom, mais je ne le dirai pas. Ceux qui le savent peuvent le mettre en zone de commentaires. Il y avait un surnom qui aujourd'hui tend à disparaître, mais beaucoup de gens ne connaissaient pas mon prénom à cette époque-là. Quels sont vos meilleurs souvenirs en tant qu'étudiant au Maroc? Mes meilleurs souvenirs au Maroc, je vais vous donner quelques anecdotes. Je pense que un de mes plus mémorables souvenirs que j'ai du coup du Maroc, c'est le jour où j'ai chanté en playback sur du rap nigérien. J'avais interprété, je pense que c'est Jaf du groupe La Kalkané, où j'ai décidé de monter sur scène et d'interpréter un morceau du groupe La Kalkané. À l'époque, c'était un classique parmi les musiques nigériennes, tout le monde connaissait. D'ailleurs, l'énergie dans la salle était hyper animée. Tout le monde chantait avec moi. En tout cas, c'était l'un de ces moments où on se sent en pleine connexion avec sa communauté. Ce qui est drôle, c'est qu'au début, j'étais pas sûr que ça allait marcher. Mais une fois sur scène, les lumières, l'ambiance et l'excitation en fait du public, j'ai joué en fait à fond le jeu et c'était très bien. C'était une très belle époque remplie de moments simples mais inoubliables. La deuxième anecdote du coup que je peux donner c'est le régime alimentaire en fait de l'étudiant. Je me rappelle encore, je pense qu'au Maroc, c'était l'un des moments où j'ai le plus mangé d'œufs de ma vie. Donc quand on est étudiant loin de chez soi, la cuisine devient une vraie stratégie de survie. Et moi, comme beaucoup d'autres étudiants, j'ai rapidement adopté un régime, disons, pratique et très économique. À chaque fois, d'ailleurs que j'appelais mes parents, la conversation tournait toujours souvent autour de « Ah, qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? C'est quoi vos plats étudiants ?» Parce qu'en fait, mon père, il a étudié aussi à l'étranger et il connaît très bien la galère ou en fait le style de survie des étudiants. Donc, à chaque fois qu'il me posait la question, je trouvais toujours un moyen. Donc, pour les rassurer, je disais « Ah, aujourd'hui, on a mangé du poisson et du poulet. » Ce qu'ils ne savaient pas, en fait, c'est que pour moi, le poisson, là, était en réalité des sardines en boîte. C'est les sardines étudiantes, tu connais. Si tu es étudiant au Maroc, tu sais très bien de quoi je parle. Donc, et mon poulet, c'est souvent des œufs. Donc, c'est le poulet liquide. Pour ceux qui connaissent ce terme-là, je sais pas si ça existe encore au Maroc. On appelait les œufs, en fait, tu as mangé du poulet liquide. C'est ce qu'on se disait entre amis. Donc, c'était très drôle, en fait. C'était une très belle époque. Ce sont des très beaux souvenirs aujourd'hui. On en rigole. Et ça a été formateur. Franchement, j'ai jamais autant mangé d'œufs de ma vie qu'au Maroc. Les omelettes le matin, les omelettes ou les œufs durs, en fait, qu'on mettait dans le pain, dans le du snack.
les œufs brouillés le soir. Un véritable, en fait, diète estudiantine, pour ceux qui connaissent. Donc, mes parents ont fini par le découvrir, et surtout mon père qui avait l'expérience aussi, et ont bien rigolé. Avec le recul, ce sont des souvenirs, en fait, qui font sourire. La vie estudiantine, c'est aussi, en fait, ces petites galères qui nous forgent, qui font de nous, en fait, des gens qu'on est aujourd'hui, des fonceurs, des gens qui s'adaptent facilement à des milieux pas évidents, pas faciles. Ces expériences au Maroc ont marqué un tournant, en tout cas moi personnellement, dans ma vie. Elles m'ont aussi, en fait, appris l'autonomie, la résilience et l'importance du travail en communauté. J'ajouterais aussi qu'elles ont aussi, en fait, renforcé mon amour pour l'engagement associatif entre étudiants nigériens à l'étranger. Racontez-nous la suite de votre parcours après le Maroc. Alors, après 4 années intenses à Subtélécom, à l'école supérieure de télécommunications de là-bas, une opportunité incroyable en fait s'est présentée. Dès mon arrivée à l'école, quand j'étais arrivé en première année, j'avais entendu parler d'un programme prestigieux de l'école. L'école en fait avait des partenariats avec plusieurs écoles internationales, des grandes écoles surtout en France. Donc on m'avait dit en fait quand j'étais arrivé, les anciens parlaient, ils disaient les 3 premiers et meilleurs étudiants du coup de la 3e année pouvaient obtenir une bourse pour aller faire un stage en France. Télécom Bretagne qui est l'une des plus grandes écoles d'ingénieurs en France, notamment dans le domaine télécom dans lequel on était. Aujourd'hui, je pense que c'est Mine Atlantique. En tout cas, ils ont changé de nom. Donc, ça a été une opportunité que j'ai dit, ah, ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sot. Et j'ai tout fait pour rester parmi les 3 premiers sur tout le long du parcours. Dès que j'ai appris cette possibilité, je me suis fixé en fait un objectif très clair. Je voulais faire partie des 3 meilleurs. Je me suis investi à fond dans mes études, donc travaillant très dur pour atteindre du coup ce niveau d'excellence et essayer du coup d'avoir cette bourse-là. Et au final, en fait, ça a payé. Donc, en 3e année, donc j'ai obtenu en fait cette bourse, cette opportunité, et j'ai eu la chance de partir en France. Du coup, à ma 4e année d'études, quand j'ai fini le cycle là-bas au Maroc. Donc, j'ai fait mon stage, le stage tant convoité par tous les étudiants. Du coup, mais je voulais pas m'arrêter là. Avant de partir, en fait, de même commencer mon stage, je me suis lancé un défi. C'était de pouvoir être sélectionné dans les meilleures écoles d'ingénieurs ou les meilleures universités en France. J'ai donc postulé aux meilleures écoles d'ingénieurs françaises et j'ai été sélectionné un peu partout, dans pas mal d'écoles. J'ai passé beaucoup d'entretiens. Donc, ma chance, c'était que j'ai été sélectionné dans l'une des meilleures qui était l'INSA Toulouse. Les INSA, du coup, ce sont les Instituts nationaux des sciences appliquées en France. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir été sélectionné à Toulouse. Donc, quand on classe les INSA, c'est d'abord INSA Lyon et ensuite vous avez INSA Toulouse qui est aussi très bien classé. D'ailleurs, je pense qu'à l'époque où j'avais été sélectionné, c'était la top 3 école d'ingénieurs post-bac qui acceptait les étudiants de la première année du bac. Et moi, j'avais rejoint en fait l'INSA en 4e année. Et d'ailleurs, je pense que j'étais soit le 2e, 3e ou je sais pas, parmi en tout cas les 5 premiers Nigériens qui avaient intégré cette école depuis sa création dans les années 63. Hein, je pense que ça a été fait en 1963. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'une fois sur place, en fait, le niveau d'exigence était encore plus élevé que ce que j'avais connu du coup au Maroc, à l'école supérieure de télécommunications. Le rythme était plus intense, les attentes académiques plus strictes. Donc, j'ai dû m'adapter et très rapidement travailler 2 fois plus que ce que je faisais en fait pour combler mes lacunes. Cette expérience en fait a été formatrice. Elle m'a appris beaucoup de choses, notamment en fait la résilience, l'adaptabilité et l'importance en fait de l'effort constant. Mais encore plus, ce que ça m'a appris, en fait, c'est le réseau, la connexion. Quelque chose qui a été déterminant, en fait, sur cette phase-là, quand j'étais arrivé, c'était de ne pas m'isoler. Je pense qu'une des choses que j'ai appris, c'est que l'isolement est un facteur d'échec. Rappelez-vous, l'isolement est un facteur d'échec. Pourquoi je dis cela? Parce que quand j'étais arrivé, en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, en fait, à surpasser mes lacunes, à comprendre comment le système marchait, c'était de demander aux autres élèves comment est-ce qu'ils faisaient. Je me rappelle des fois, une petite anecdote, c'est que avant les examens, j'étais le seul étudiant de la classe qui apprenait quasiment les polycopes, du coup, de formation de cours par cœur, comprenait tout ce qu'il y avait dedans. Mais souvent, à l'examen, c'était pas du tout ça. Et je me demandais, mais comment faisaient les autres? Des fois, les autres, en fait, ils passaient même la veille, ils faisaient la fête, mais ils arrivaient à avoir de très bonnes notes. Donc, en fait, c'était intense, vraiment, mais c'était une très belle époque, très dure, et j'aime beaucoup. Donc, en parallèle de mes études, j'ai commencé à m'investir dans pas mal d'associations. J'ai commencé à travailler avec, du coup, des associations comme
Passeport Avenir, qui était à l'époque du coup engagé tout ce qui est accompagnement des jeunes issus de l'immigration, des jeunes qui n'ont pas de modèle de réussite autour d'eux. Et c'est là que ma passion en fait pour l'éducation s'est développée. Je voulais utiliser mes compétences, mon parcours pour avoir un impact social et surtout contribuer à des initiatives éducatives. Ayant appris beaucoup sur mon parcours, ayant été aidé par beaucoup de choses, je voulais les partager. Donc, finalement, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en informatique à l'Institut national des sciences appliquées. J'étais spécialisé en Innovation Smart System. Mais avant la fin de mes études, j'avais commencé ma carrière professionnelle. Donc, un an avant ma graduation, un an avant ma diplomation, j'ai décroché du coup un poste chez Capgemini en tant qu'alternant. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que l'alternance. Donc, j'avais eu un poste en alternance, mais c'était plutôt un contrat de professionnalisation pour ceux qui étaient en dernière année d'école d'ingénieur. Donc, j'étais étudiant salarié. Ça avait beaucoup d'avantages. Donc, je travaillais 2 fois par semaine en entreprise et je faisais 2 semaines à l'école. Et mon temps était bien partagé. Ce que j'étais censé apprendre à l'école, je le répétais pas. Ce que j'étais censé faire à l'entreprise plutôt, je le répétais pas à l'école et mon emploi du temps était aménagé. Et Capgemini, c'est d'ailleurs le premier groupe en France en termes de consulting et puis ceux qui étaient en fait, on va dire, des sociétés de services en informatique. Donc même après mon contrat de professionnalisation, j'ai continué à travailler chez Capgemini. J'ai travaillé chez Capgemini pendant 4 ans en tant que software engineer, donc c'est ingénieur logiciel. Je développais des applications, j'ai travaillé pour plusieurs clients. J'étais aussi consultant chez Airbus en même temps sur cette période-là. Donc après Capgemini, j'ai eu la chance du coup d'intégrer un groupe américain qui s'appelle Pose, qui était basé à Toulouse aussi et dans lequel j'ai évolué pendant un an et demi et j'ai travaillé avec eux sur pas mal de projets super intéressants. Alors, ces premières expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir une solide expertise technique et de mieux comprendre en fait l'impact des technologies sur l'industrie en général dans différents domaines parce que j'ai eu à travailler sur plusieurs projets différents. Mais au fond de moi, en fait, je voulais faire plus qu'une carrière classique. Je voulais utiliser la technologie pour avoir en fait de l'impact positif en Afrique. Karatou Postbac, comment l'idée vous est venue de lancer cette application? Alors, la question c'est comment j'ai eu l'idée de Karatou Postbac. Mon parcours m'a toujours amené en fait au sujet qui me tenait bien à cœur. C'était l'éducation en Afrique et plus particulièrement au Niger. Et sur la base de mon parcours, c'était hyper important. Pendant mes études en France, par exemple, j'ai commencé à aider des associations comme je l'ai mentionné. Notamment, j'ai commencé avec OZ Niger, qui était une association qui intervenait au Niger, tout ce qui était orientation. Et ensuite, c'était Passeport Avenir, qui aujourd'hui s'appelle Article 1. Qui est aussi œuvre dans les domaines de l'éducation. C'est en travaillant avec en fait ces associations que j'ai réalisé à quel point l'accès à l'information sur les études, les carrières était limité pour beaucoup de jeunes en Afrique, des jeunes Nigériens aussi en particulier. Donc beaucoup d'entre eux en fait savent pas quelles options existent après le bac, quelles carrières peuvent être utiles pour eux. Et souvent, comme je l'ai dit, en fait, beaucoup ne savent pas comment s'orienter. Et souvent, on se rabat sur la carrière ou le parcours de quelqu'un qui est dans notre entourage. Donc, c'est là que j'ai eu l'idée de combiner, en fait, ma passion pour la technologie et mon engagement associatif dans l'éducation pour créer Karatou Postbac en 2016. Donc, Karatou qui veut dire éducation en Hausa pour ceux qui ne savent pas. Donc, c'est une application mobile d'orientation académique qui aide beaucoup de jeunes à savoir quoi faire après le bac. Donc, Karatou Postbac qui est d'ailleurs une application mobile qu'on est en train de renouveler avec une V2 qui sera hyper puissante avec même de l'intelligence artificielle intégrée. Donc, elle permet en général en fait aux jeunes de pouvoir trouver des informations sur les différents domaines d'études qui existent. Pour chaque domaine, on présente en fait le programme, les débouchés, les critères d'admission ou les critères en fait pour pouvoir étudier dans ces domaines pour que les jeunes puissent savoir. Ça permet aussi de découvrir en fait des parcours inspirants de personnes ayant étudié un peu partout dans le monde qui disent pourquoi ils ont choisi ces métiers, quels sont les risques, quelles sont les difficultés. Ça permet aussi d'avoir accès en fait à des conseils pour mieux s'orienter sur leur réussite de parcours individuel et personnalisé. Quelque chose de très intéressant aussi en fait, c'est que ça intègre en plus des services d'accompagnement de KPB Education
Education pour que vous puissiez décrocher en fait votre inscription dans les établissements. Ça vous permet de savoir en fait quels sont les coûts de vie en France par exemple, aux États-Unis, en Belgique ou dans d'autres pays que vous souhaitez cibler comme pays d'études. Donc Karatu Postbac, depuis même l'application, vous pouvez avoir votre accompagnement pour aller étudier dans n'importe quel pays. Il suffit juste que vous le souhaitez. On vous met en place des programmes de bourse, des programmes d'accompagnement, de mentorat en fait vers ces bourses d'études-là. L'application en elle-même, en fait, a eu beaucoup d'impact, a été primée dans beaucoup de pays. C'est une application, en fait, qui est reconnue parmi les 40 meilleures innovations africaines dans l'éducation par l'Union africaine en 2018 et en 2019. J'ai moi-même personnellement été invité au Sénégal en 2018, mais aussi au Botswana en 2019 par l'Union africaine pour présenter l'application. Donc, c'est une application qui a été finaliste aussi de l'app, du coup, Launchpad. En Égypte, c'était en fait une compétition de toutes les applications africaines où on a bien représenté le pays. Donc, on a eu beaucoup en fait de reconnaissance, mais au-delà de ça, c'est surtout qu'elle est utilisée par des milliers de jeunes. À part l'application, Karatu Postbac, c'est aussi, on va dire, sous l'égide de KPB Education, qui est aussi notre chaîne YouTube, où on a plus de 50 000 personnes qui nous suivent, 50 000 personnes qu'on informe chaque jour, chaque semaine, pour qu'ils puissent du coup décrocher et réaliser le rêve d'études qu'ils souhaitent. Donc, c'est ce projet passion qui part au-delà de la personne et qui devient vraiment quelque chose à impact. Et j'en suis très, très fier aujourd'hui. Donc, en complément de Karatu Postbac, en fait, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'en 2018, en fait, poussé par mon désir de développer davantage de solutions numériques à impact social, j'ai fondé une entreprise qui s'appelle Elan Technology and Services. Donc, l'objectif était, en fait, de créer des solutions digitales pour l'éducation aussi, accompagner la jeunesse dans le domaine de l'informatique, le digital en général. Cette entreprise a livré pas mal de solutions. D'ailleurs, on avait fait e-learning pendant le Covid pour aider beaucoup de gens à aller au-delà, mais surtout aussi pouvoir continuer leurs études après l'arrêt des cours. Aujourd'hui, je continue toujours à mentorer des jeunes talents, à accompagner même en investissant pour les encourager à utiliser en fait la technologie pour résoudre les problèmes, on va dire, locaux, pour pouvoir aider d'autres personnes à pouvoir aller plus vite, à pouvoir répondre à des besoins. Je pense que l'innovation et l'éducation, en fait, sont la clé du développement en Afrique. J'y crois fermement vu la jeunesse, en fait, qu'on a en Afrique. Et c'est pourquoi je continue à m'investir personnellement, mais aussi financièrement, dans beaucoup de domaines assez divers. Question pour les spectateurs. Est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, quelle a été votre plus grosse et grande difficulté après le bac en termes d'orientation? Même si vous êtes à l'université, qu'est-ce qui est aujourd'hui votre plus gros défi dans ce monde éducatif-là? Pourquoi ce choix de revenir à l'école et poursuivre vos études en postulant à la bourse Fulbright? Pourquoi le choix de revenir à l'école et poursuivre vos études en postulant à la bourse Fulbright? En 2019, alors que j'avais une carrière bien remplie et bien établie, on va dire en France, je ressentais un peu le besoin profond d'aller plus loin. Mon travail en entreprise me donnait une bonne stabilité, on va dire, mais mon engagement dans l'éducation et la technologie en Afrique me poussait en fait à acquérir des compétences, on va dire stratégiques, pour avoir un impact plus grand, plus considérable. Donc c'est ainsi que j'ai décidé, en fait, je me suis posé des questions. J'ai décidé de reprendre mes études en postulant à la bourse Fulbright. Donc c'est la bourse Fulbright, en fait, c'est l'une des bourses la plus prestigieuses au monde. Donc c'est un programme en fait qui offre aux leaders, on va dire, émergents ou identifiés les opportunités de pouvoir se former dans les meilleures universités, dans les grandes universités américaines pour développer en fait des projets à impact dans leur pays d'origine. Alors, quelque chose en fait qui est drôle en fait, c'est que moi je m'étais défié. Depuis que j'étais arrivé à l'INSA, on discutait avec des jeunes, d'autres Africains, on se disait « Ah, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire après ton diplôme d'ingénieur et tout ?» Depuis même en fait à cette époque-là, c'était en 2014, je disais à mes camarades que moi un jour, j'aurai une bourse d'études qui va financer mes études pour aller étudier aux États-Unis et faire un MBA. Je vous dis honnêtement, à ce temps-là, je savais pas du tout de quoi je parlais, je savais pas comment obtenir cette bourse-là. Et j'ai eu de la chance, j'ai trouvé la bourse Fulbright. Et depuis 2014 jusqu'à 2019, où j'ai postulé, jusqu'à 2021 où j'ai eu la bourse, j'ai travaillé dur pour construire mon profil pour pouvoir être éligible à cette bourse-là. 2014-2019, ça fait 5 ans.
Donc c'est pour vous dire qu'en fait, ne soyez pas en course contre la montre. Il n'y a aucune course. Vous avez le temps. Il faut juste prendre et aller pas à pas et construire ce qu'il faut pour pouvoir obtenir ce dont vous avez besoin. Donc ça, c'était important et je voulais le mentionner. Donc, comme je le disais, en fait, pour pouvoir maximiser mon impact, il me fallait en fait aller encore plus loin, acquérir de nouvelles compétences en leadership, en gestion de projet et en innovation sociale. C'est à ce moment-là, du coup, que j'ai commencé à chercher en fait les écoles, les établissements, les opportunités de financement, et Fulbright, c'était le programme qu'il me fallait. Vous pouvez me demander pourquoi la bourse Fulbright, du coup. Quand j'ai découvert le programme de la bourse Fulbright, en fait, ça a été une évidence pour moi parce que, en fait, Fulbright, c'est plus qu'une simple bourse. C'est une opportunité unique d'acquérir, en fait, et d'accéder à une éducation de classe mondiale tout en rejoignant, en fait, un réseau international de leaders et de changemakers. Je ne sais pas si vous le savez, en fait, le programme Fulbright a formé des milliers de personnes aujourd'hui qui sont influentes dans le monde. Vous avez des ministres, des présidents, des anciens présidents, mais aussi vous avez, en fait, j'ai récemment appris que beaucoup de prix Nobel ont été Fulbright aussi. Donc c'est vraiment un réseau très vaste, immense et puissant que vous rejoignez en obtenant la bourse. Donc la bourse Fulbright, c'est un programme d'échange académique du gouvernement américain qui permet aux étudiants et aux professionnels du monde entier de poursuivre des études de haut niveau aux États-Unis. Son objectif, en fait, premier normal, c'est de former des leaders capables de créer un impact durable dans leur pays d'origine, mais au-delà aussi dans le monde entier. Donc, si vous me demandez pourquoi j'ai postulé à la bourse Fulbright aujourd'hui avec le recul, je dirais dans un premier temps, en fait, je visais une formation de qualité aux États-Unis dans un système anglophone, dans un environnement anglophone. Et en fait, les universités américaines sont parmi les meilleures au monde. C'est reconnu, avec une approche très originale et pratique, et surtout sur le leadership et le business que je visais personnellement. Ensuite, le deuxième point, c'est du coup pouvoir développer un réseau international. Être Fulbrighter, c'est immense, comme j'ai bien pu mentionner avant. C'est rejoindre en fait une communauté, comme je l'ai dit, d'anciens boursiers qui aujourd'hui ont de l'influence dans le monde entier, qui ont un impact positif dans divers domaines. Ça peut être économie, éducation, politique, technologie, tout ce que vous voulez. Donc ensuite, le troisième point pour moi, en fait, ou opportunité, je dirais, c'était de pouvoir en fait créer, avoir un tremplin pour mon engagement dans l'éducation et la tech. Donc c'était un levier en quelque sorte. Avec la formation que j'ai eue, je voulais en fait renforcer mon expertise, mais surtout renforcer et apprendre parce que j'étais ingénieur, j'étais dans l'entrepreneuriat. Il me fallait en fait tout ce qui était lié à la gestion, ressources humaines, la finance. J'ai fait mes cours de finance là-bas. Donc il fallait que je rehausse en fait mon niveau sur certaines compétences et scaler en fait dans les initiatives que je visais, que je voulais porter en Afrique, mais aussi au-delà. Alors, qu'est-ce que j'ai étudié aux États-Unis grâce à la bourse Fulbright? Grâce à la bourse Fulbright, du coup, j'ai pu intégrer Clark University aux États-Unis, où j'ai suivi un MBA spécialisé en fait en gestion de l'innovation et de l'entrepreneuriat qui était mon objectif, mais c'est surtout en fait le nom complet, c'est MBA avec une concentration en Business Analytics et Information System. Donc, cet MBA en fait a été un véritable game changer pour moi parce que aujourd'hui en fait, ça me permet d'être dans le boulot que je suis aujourd'hui chez Amazon, dont on va parler en détail tout à l'heure. Mais en fait, ça a été en fait l'occasion d'apprendre une nouvelle approche en fait du leadership, plutôt anglo-saxonne. J'ai appris en fait à piloter des projets d'envergure en équipe à l'école parce que les études aux États-Unis c'est beaucoup plus pratique, à gérer des équipes, à parler stratégie d'entreprise et beaucoup d'autres sujets en fait à impact. Donc ça a été aussi une occasion pour moi d'avoir une immersion dans un écosystème américain, dans une zone d'apprentissage avec beaucoup de gens qui venaient de partout dans le monde, de beaucoup de pays. J'ai découvert en fait des méthodes de travail qui sont différentes, même en entreprise, à travers mon stage du coup que j'ai fait chez Amazon et à travers le boulot que je fais. Ça m'a permis de développer, je reviens encore en fait à un réseau puissant. Donc j'ai eu l'opportunité de collaborer avec beaucoup de personnes qui aujourd'hui travaillent dans beaucoup de domaines différents, dans beaucoup d'entreprises différentes et des gens avec qui je peux aujourd'hui échanger sur des opportunités de collaboration dans le monde entier, que ce soit en Inde, que ce soit au Japon, que ce soit dans beaucoup de pays. C'est vraiment quelque chose de très puissant et moi aujourd'hui, je remercie beaucoup le programme Fulbright, mais au-delà, j'utilise et je prends cela comme un levier pour avoir plus d'impact, pour partager avec
beaucoup, toujours en espérant pouvoir vous inspirer. Et à cet effet, en fait, j'ai un message pour ceux qui hésitent du coup à postuler à des bourses comme la bourse Fulbright, qui d'ailleurs est lancée toujours dans la période de février-mars chaque année au Niger. Ça peut être toujours au début de l'année et dans d'autres pays c'est pareil. Donc pour beaucoup, en fait, je pense que beaucoup pensent que ces programmes ou ces opportunités sont inaccessibles ou réservées en fait à une élite, mais ce n'est vraiment pas le cas, c'est pas vrai. Fulbright, comme d'autres bourses internationales, est ouverte à ceux qui ont une vision, une détermination, un vrai projet en fait clair, déterminé. Si vous l'avez pas, par exemple, KPP Education propose un accompagnement pour structurer votre projet de bourse Fulbright, vous accompagner jusqu'au moment où vous postulez et vous aider sur les entretiens. Mais mon conseil personnel à vous, si vous voulez postuler, c'est soit contacter KPP, mais au-delà de ça, si vous avez un projet qui peut avoir un impact, si vous voulez aller plus loin dans vos études, osez postuler. Donc l'éducation est une arme très puissante pour changer le monde, comme l'a dit Nelson Mandela. Et ces bourses en fait existent pour donner une chance à ceux qui veulent faire la différence. Et c'est très important. Vraiment, aujourd'hui, pour beaucoup d'opportunités, les moyens financiers ne doivent pas être un frein pour pouvoir réaliser votre rêve. Ici aussi, j'ai une question pour les spectateurs. Donc, avez-vous déjà en fait postulé à des bourses d'études à l'étranger? Si oui, quel serait du coup votre rêve académique? Dites-moi en zone de commentaires qu'est-ce qui peut vous bloquer aussi et de quelle aide vous avez besoin et on fera le nécessaire pour vous aider. Vous êtes chez Amazon. Ça fait quoi d'être un Nigérien qui travaille là-bas? Ça fait quoi d'être un Nigérien chez Amazon? Honnêtement, être un Nigérien chez Amazon, c'est une expérience unique, enrichissante, mais aussi plein de défis. Quand j'ai rejoint Amazon en tant que Senior Product Manager, je me suis retrouvé dans l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde où l'innovation est au cœur de tout, absolument tout. Mais en même temps, en fait, je portais avec moi mon histoire, mon parcours et aussi mes origines. Le monde de la tech est dominé par en fait des talents venant de partout, des meilleures universités, que ce soit américaines, européennes, asiatiques. Alors quand on vient du Niger, on peut parfois ressentir le syndrome de l'imposteur. C'est normal. Mais au final, en fait, peu importe d'où tu viens, ce qui compte, c'est ce que tu apportes sur la table, comme on dit souvent. L'expérience que j'ai accumulée, que ce soit au Maroc, en France, aux États-Unis, et à travers mes projets, en fait, on va dire d'innovation sociale en Afrique, m'a donné un grand regard. Même ma chaîne YouTube, d'ailleurs, a été une très grande expérience qui m'a donné, en fait, un regard unique sur les problématiques technologiques, mais aussi surtout business. Donc, chez Amazon, il y a une culture de la performance, de l'innovation et de l'adaptabilité. Ce sont des valeurs, en fait, que j'ai moi-même pu développer au fil de mes expériences en Afrique, en France et aux États-Unis. Donc, travailler sur des projets qui touchent des millions vraiment de personnes à l'échelle mondiale est à la fois une responsabilité, mais aussi une énorme motivation. Être nigérien dans cet écosystème, dans un environnement aussi diversifié, me permet en fait d'apporter une perspective assez différente, je dirais. La diversité qui est pour moi en tout cas une force, et je vois cela comme une opportunité de représenter l'Afrique, le Niger, dans des entreprises du coup de tech mondiale. Il y a un truc qui arrive souvent qui est aussi en fait le défi de la représentativité ou de la représentation, si on peut le dire. Où souvent en fait quand vous venez dans des endroits, il y a des meetings et tout, vous vous demandez mais où sont les Africains dans la tech? On dirait qu'on n'existe pas. On est très peu nombreux en tout cas. D'ailleurs dominé par le Nigeria, le Ghana, beaucoup de pays anglophones, ce qui est normal. Donc même si je trouve que en fait il y a les entreprises aujourd'hui font beaucoup d'efforts. Des entreprises comme Amazon font beaucoup d'efforts pour la diversité. Donc il y a beaucoup de programmes en fait. Donc il y a encore très peu d'Africains dans ces grandes entreprises tech internationales. Donc pour moi, je vois ça en fait même si c'est un challenge, je vois cela en fait c'est aussi une opportunité et j'espère que en fait mon parcours pourra inspirer beaucoup à viser loin, à pouvoir en fait candidater et saisir les opportunités pour rejoindre ce type de groupe là. Allez, on arrive à la fin, je crois. Donc mon conseil pour les jeunes Africains qui rêvent de travailler dans des grandes entreprises tech, en général, c'est croyez en vous et travaillez très dur. Le talent n'a pas de frontières. Profitez des opportunités et utilisez votre unicité comme un atout.
Alors, j'ai une question pour ceux qui nous regardent. Quel serait votre rêve de carrière dans la technologie ou dans la tech en général, dans le monde de la technologie? Partagez-le en commentaire. Si vous avez des conseils à donner aux étudiants, ça serait lesquels? Alors, mes conseils pour ceux qui nous regardent, si jamais je devais donner 5 conseils essentiels aux étudiants ou travailleurs qui nous regardent, qui veulent réussir et bâtir en fait un parcours d'excellence, mais aussi en fait dépasser ses limites de façon continue et continuer à s'améliorer, ça serait d'abord, dans un premier temps, donc ayez une vision claire et fixez-vous des objectifs ambitieux. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne vous contentez pas du minimum. Voyez grand, osez rêver et travaillez dur pour y arriver. C'est pas facile et rien n'est facile. Si vous faites quelque chose de nouveau que beaucoup n'ont pas fait, ça sera pas facile. Peu importe votre point de départ, ce qui compte, c'est où vous voulez aller. Et déterminez-le de façon claire. Ça va vous permettre et ça va vous motiver à vous réveiller chaque jour et à aller vous battre pour cet objectif-là. La deuxième chose que je dirais, c'est sortez de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort, je le répète. Les plus grandes opportunités viennent quand on ose prendre des risques. C'est important. Postulez à des bourses, tentez des expériences qui ne sont pas faciles, qui ne sont pas dans votre entourage, des expériences à l'international. Apprenez des nouvelles compétences. Surtout, ne vous limitez pas, allez loin. Mon conseil numéro 3 serait construisez-vous un bon réseau et trouvez des mentors. C'est important, trouvez des mentors. Le succès ne se construit pas seul, même si c'est ce que beaucoup de gens qui s'appellent autodidactes veulent croire. Entourez-vous en fait des personnes inspirantes, échangez avec des professionnels, apprenez de ceux qui ont déjà réussi ce que vous voulez entreprendre. Réellement, un bon conseil au bon moment peut tout changer. Ensuite, en 4e position, mon 4e conseil serait de développer une mentalité d'apprentissage continu. Le monde évolue vite, tous les jours. Soyez curieux, formez-vous en permanence. Apprenez des autres, cessez jamais de progresser. Ne faites jamais le je sais tout. Aujourd'hui, avec Internet, en fait, vous avez accès à une mine d'or de connaissances gratuites. Profitez-en. Ça n'existait pas avant. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance. Et il y a même l'IA qui est là aujourd'hui. Vous pouvez encore aller très loin. Mon 5e et dernier conseil, c'est travailler dur. Soyez discipliné et persévérez. Vraiment. Le talent seul ne suffit pas. Moi, souvent, je dis aux gens, d'ailleurs, que moi, je suis pas un talent né, mais je suis quelqu'un qui travaille très dur. Donc, pour moi, ceux qui réussissent sont ceux qui restent constants dans leurs efforts. Il y aura en fait des obstacles. Ça, c'est évident en fait, c'est inévitable. Les échecs, vous en aurez beaucoup. Mais vraiment, c'est la persévérance qui fera la différence. Voilà en fait les conseils que je pense qui m'aident beaucoup aujourd'hui, qui peuvent vous aider aussi dans votre démarche. Et pour finir en fait, je finirai cette vidéo en fait en vous disant en fait, croyez en vous, donnez-vous les moyens de vos ambitions et surtout, n'ayez pas peur d'échouer. L'échec fait partie du chemin vers le succès. Notez ça très bien. L'échec fait partie du chemin vers le succès. Et pour la fin, je vous demanderai en fait, quel est le meilleur conseil que vous ayez reçu dans votre parcours? Partagez-le en zone de commentaires. Et n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram. Vous pouvez suivre aussi la chaîne KTB Education où on est présent. Je fais un live chaque dimanche et je vous y attendrai. Donc, prenez soin de vous. Bonne chance pour tout ce que vous essayez d'entreprendre. N'oubliez pas, n'ayez pas peur de l'échec. Ça fait partie du contrat. Ça fait partie du chemin vers le succès. Allez, ciao, ciao, bye. Prenez soin de vous.